هذا اليوم هو اليوم الفرنسي للتكنولوجيا الرقمية، والتي سوف تكون فيه عدة ندوات خلال اليوم كله، ويحضره عدد كبير من المشاركين، حوالي 2500 مشارك، إلى جانب المستثمرين وأصحاب المشاريع والأفكار الجديدة فيما يخص التكنولوجيا الرقمية. هذه الندوة اليومية حول التكنولوجيا الرقمية تتمحور خلالها طيلة هذا اليوم إلى غاية المساء حول محاور أساسية، وهي محور مستقبل التعليم هنا في فرنسا، مستقبل الإنسانية، ومستقبل التمويل أو المال، وكذلك مستقبل التشغيل. وكل هذه المحاور الأربعة لها علاقة أساسية بالتكنولوجيا الرقمية، وكيف يمكن أن تطوير الحياة الإنسانية إلى ما هو أفضل، وجلب الاستثمارات وخلق فرص التشغيل والمساهمة في انسجام العلاقات الإنسانية، وكذلك في الرفع من مستوى التعليم بفرنسا. هذه هي المحاور الأساسية التي يدور خلالها النقاش في هذا اليوم هنا بباريس. لحظات سوف تبتدأ الندوات، والتي سيحضرها كذلك فرانسوا فيون وألان جوبي، المرشحين لرئاسة الفرنسية لهذه السنة، سنة 2017. عدة وسائل إعلامية فرنسية تحضر إلى هذه القاعة لتغطية حدث اليوم الفرنسي للتكنولوجيا الرقمية. حضور آلان جوبي إلى القاعة لإلقاء ندوة حول التكنولوجيا الرقمية. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Peut-être d'abord pour commencer un petit commentaire sur tout ce qu'on vient de voir, ces slides qui montrent quand même un dynamisme absolument incroyable du secteur des startups en France. Je vous donne un micro. Je ne sais pas si on m'entendait. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ce que vous venez de me dire ne me surprend pas, parce que je le constate quasi quotidiennement. D'abord chez moi, à Bordeaux. Nous avons évidemment Label French Tech et nous avons un terreau de start-up extrêmement dynamique, extrêmement diversifié. Puis dans tous mes déplacements, j'étais avant-hier à Montpellier, je visitais. J'ai remarqué qu'on arrive à détecter quand c'est moi qui tweete, parce que je laisse un espace après les points. D'accord. Et vous tweetez très tôt, je crois, le matin. Ça dépend, tard, jamais tard le soir, parce qu'on m'a donné un conseil pour garder la forme. Le meilleur sommeil, c'est avant minuit, donc je me couche tôt. Alors on a fini avec les questions personnelles. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse dire que la transformation numérique, c'est quelque chose de plus important pour la France des 5 ans qui viennent, puisque vous êtes candidat à l'élection présidentielle, c'est quelque chose de plus important que le Burkini? Oui, je crois qu'il n'y a pas à hésiter. Je suis assez fasciné. Et pourtant, vous parlez beaucoup d'identité. Non, je crois que quand on regarde, oui, je parle d'identité parce que c'est aussi une préoccupation des Français. Vous savez, quand on regarde ce qui préoccupe les Français aujourd'hui, si on en croit les sondages d'opinion, c'est majoritairement deux choses, à peu près à égalité. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que c'est effectivement qu'être Français? Qu'est-ce que c'est que notre identité? C'est une question qui préoccupe les Français. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que mes enfants vont trouver du boulot? Quel est l'avenir de l'économie française? Est-ce qu'on peut renouer avec le plein emploi? Et je crois qu'il faut maintenir ces deux préoccupations à égalité. Évidemment, la transformation numérique de notre société, de notre vie, de notre monde, est un des éléments essentiels dans cette stratégie économique. Alors, il y aura sûrement des questions sur ce point-là, mais la tendance naturelle des hommes politiques, on voit bien, c'est par rapport à toute cette transformation numérique, c'est un peu de se dire, oulala, ça va d'abord détruire des emplois. Pourquoi est-ce que c'est vu de façon aussi négative par
globalement la classe politique? Non, moi je appartiens à la classe politique sans aucun doute et je ne vois pas du tout cela de manière négative. Dans mon discours de rentrée à Chatou, j'ai lancé 3 appels aux jeunes qui étaient là et je leur ai proposé 3 grandes causes pour les années qui viennent. La première, qui nous éloigne un peu du sujet, encore que, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. La deuxième cause, c'est l'invention d'un nouveau modèle de croissance qui respecte la terre, tout simplement, et qui laisse à nos enfants. Si on regarde notre société actuellement, que ce soit à travers l'économie du partage, que ce soit à travers même le management dans nos entreprises, on est beaucoup plus participatif. Maintenant, si on regarde la politique, ce qui est en train de se passer, c'est qu'aujourd'hui, tous les 5 ans, on élit un président. Et puis après, entre guillemets, il ne se passe pas grand-chose, sauf si évidemment les gens vont dans la rue. Maintenant, la question est la suivante. Qu'est-ce que vous allez faire pour qu'au lieu d'attendre tous les 5 ans, entre guillemets, ou attendre que la rue se manifeste, pour que faire participer les gens, pour que ce soit plus du bottom-up uniquement tous les 5 ans et du top-down tout le reste, mais que ce soit du bottom-up aussi durant ces 5 ans. Bon, d'abord, votre vision de la politique, on élit quelqu'un, puis pendant 5 ans, il ne se passe rien, est un peu pessimiste. Parfois, il se passe des choses, il se passe même des mauvaises choses, des mauvaises décisions. Donc, vous voyez que les politiques ont quand même une influence. Donc, pour être plus sérieux, moi, ce qui me frappe, c'est que tout ce que vous dites, l'association des citoyens, la participation, la co-construction, nous le vivons quotidiennement dans la collectivité locale. Dans les mairies, on n'arrête pas de faire ça. Je donne un petit exemple. La dernière application que je viens de lancer à Bordeaux s'appelle Bordeaux en poche. Appli gratuite, on met ça sur son iPhone. D'un côté, on a toutes les informations sur le quartier, puisqu'il y a une entrée par quartier, et de l'autre côté, on a une plateforme collaborative qui permet de joindre les élus, soit pour les féliciter de l'excellence de leurs initiatives, je pense que la rubrique sera assez légère, soit pour les engueuler pour tout ce qui ne va pas dans le quartier. Donc vous voyez qu'on pratique tout ça sous des formes numériques, sous des formes plus classiques. La grande question est de savoir comment on fait émerger cette participation citoyenne, qui est une exigence absolue aujourd'hui et qui se renforce année après année, comment on fait émerger ça au niveau national. C'est facile dans une ville, d'une certaine manière, même dans une grande ville, c'est beaucoup plus difficile. Je pense que les outils numériques vont être très précieux dans ce domaine, avec les plateformes de consultation. Ce qu'a fait, vous voyez, je suis monseigneur, ce qu'a fait Axel Lemaire pour la préparation de sa loi numérique, qui a consisté à la mettre en ligne avant même que le texte ne soit déposé au Conseil des ministres pour avoir la réaction des citoyens, est une bonne méthode qu'il va falloir sans doute généraliser. Donc utilisons ces outils pour faire monter cette participation qui est une exigence. J'en ai parlé à propos des simplifications, il faut qu'elles viennent du terrain, elles ne viendront pas d'en haut, ou pour toute autre série de projets. C'est pour ça que je dis souvent e-santé, e-éducation, e-commerce, mais aussi e-démocratie. On va vers des formes de démocratie complémentaires, qui ne se substitueront pas à la démocratie représentative, naturellement. Les Français sont aussi très attachés à l'élection du président de la République, mais qui nous permettront de nourrir cette démocratie au quotidien. Une chose qui me caractérise, c'est que j'ai toujours cru dans la science, dans l'innovation et dans la technologie. J'ai toujours pensé que seule l'intelligence de l'homme lui permettrait de relever les défis qui lui sont lancés par la nature, par la démographie et au fond par ce qu'il est lui-même. J'aurais aimé être ingénieur, mais un terrible professeur de mathématiques m'a dégoûté en classe de 5e et à partir de là j'ai perdu tout espoir de le devenir. Je suis certainement dans cette campagne présidentielle celui qui est le plus connecté. Mon fils, le plus jeune, lorsque j'étais Premier ministre, répondant à la question de sa maîtresse d'école qui lui demandait « Qu'est-ce que fait ton papa ?», a répondu « Mon papa, il signe des lettres et il répare des ordinateurs ». Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui par rapport à la question que vous vous posez, c'est que le projet que je propose, c'est un projet qui s'appuie sur la liberté. Et je ne parle pas d'une manière différente aux acteurs du digital, de la nouvelle économie et aux autres. Je pense que notre pays, contrairement au discours parfois un peu mussolinien qu'on entend, a besoin de moins d'État, de moins de réglementation, a besoin de donner à chacun de ses enfants les outils pour lui permettre de réaliser ses rêves. S'agissant du développement de l'économie numérique, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire pour moi d'abord de permettre aux Français d'être libres dans leur travail. Quand je dis que je veux supprimer les 35 heures, je dis que je veux supprimer la durée légale du travail et que je veux remplacer le fait que ce soit l'État qui fixe la durée du travail par une négociation dans les entreprises. Et pour moi c'est très important et c'est pas hors sujet par rapport aux questions qui vous animent parce que ça veut dire que à long terme on va transformer la relation au travail. Libérer le travail, ça veut dire que je propose un statut de prestataire indépendant pour permettre à tous les Français qui voudront créer leur activité et qui voudront louer leurs services aux entreprises, aux particuliers ou aux collectivités locales de le faire en toute sécurité et en participant au financement de la protection sociale. J'ai un antécédent puisque c'est mon gouvernement qui a créé les auto-entrepreneurs. Et moi je ne considère pas que les auto-entrepreneurs sont un caillou dans ma chaussure. Je pense au contraire, j'en suis fier, même si le statut doit être amélioré. Et c'est à partir de cette expérience-là que je propose le statut de prestataire indépendant. Et pour être sûr que l'administration et la bureaucratie ne viennent pas en ruiner les capacités, je propose qu'on mette en place un contrat de 3 ans permettant à ces prestataires indépendants de travailler pour les entreprises sans que l'inspection du travail puisse venir requalifier leur statut. Je pense que ces deux outils-là sont des outils très puissants pour développer l'économie collaborative. Ensuite, de quoi a besoin la nouvelle économie pour se développer? Elle a besoin de financement. C'est la raison pour laquelle je propose qu'on puisse déduire à hauteur de 30% jusqu'à 1 million d'euros de l'impôt sur le revenu les sommes investies dans les PME et dans les startups. Je propose évidemment de supprimer l'ISF et de remplacer la fiscalité du capital, du revenu du capital par une seule fiscalité, une flat tax, maximum 30%, comprenant tout, y compris la CSG, ce qui nous placera exactement dans la situation des autres grands pays européens et résoudra beaucoup de problèmes, notamment en faisant revenir vers notre pays des flux d'investissement et en particulier des flux d'investissement français. فرانسوا كوبي الآن في مائدة مستديرة للنقاش مع أحد القنوات الفرنسية، وقد حضرته كذلك في هذا اليوم الفرنسي للتكنولوجيا الرقمية، بعدما قد حضر من قبله فرانسوا فيون الوزير الأول الفرنسي و Non, il va dire là. C'est là. Celle-ci là. Non, mais Merci à vous en tout cas. Merci. Ça va? On se quitte. Écoutez, voilà. Très bien. Ah bah je comprends. قلت وكذلك حضر ألان جوبي وقد ألقى كلمة في الندوة، وكما قام بعدة ردود على بعض الأسئلة للمتواجدين هنا في هذا المؤتمر حول التكنولوجيا الرقمية، وخصوصا أن الانتخابات الفرنسية هي جد قريبة في السنة المقبلة سنة 2017، وكل من ألان جوبي، فرانسوا فيون وفرانسوا كوبي فهم مرشحين لهذه الانتخابات. لا زالت فعاليات
اليوم الفرنسي للتكنولوجيا الرقمية تتواصل هنا بباريس في جو من تبادل الأفكار الناجحة وفي جو لرؤية مستقبلية يكون فيها الاقتصاد الفرنسي قوي ويستجيب مع تطلعات المواطن والوطن. حسن، باريس، فرنسا. L'humanité, l'emploi, l'argent. J'ai peu de temps pour vous dire comment le gouvernement appréhende chacun de ces sujets. Je vais le faire très rapidement. Sur l'avenir du travail, vous l'aurez tous compris, il ne s'agit pas d'opposer ceux qui voudraient promouvoir le libre entrepreneuriat et notamment le statut d'auto-entrepreneur à ceux qui voudraient rester enfermés dans des régimes de protection sociale qui nuisent à la possibilité d'entreprendre. La question qui nous est posée collectivement, c'est quel type de protection sociale pour des parcours de plus en plus mobiles, de plus en plus internationaux, de moins en moins sécurisés, comment permettre la libre entreprise, la créativité qui sont les critères de l'économie immatérielle du XXIe siècle, tout en protégeant les individus au moment des accidents ou des phases de la vie qui ne correspondent pas à une situation figée. Notre réponse, le CPA, le compte personnel d'activité. Vous êtes des gens du numérique, voyez-le comme un outil. C'est un outil qui vous suivra toute votre vie. Il faut encore le remplir, cet outil. Mais c'est une transformation dans la manière d'appréhender les problématiques du droit du travail, puisque cet outil, c'est vous qui le suivra toute la vie. Ce ne sont pas les syndicats qui le géreront, ce ne sont pas les caisses de sécurité nationale, ce n'est pas l'État ou les collectivités locales. Cet outil, c'est vous. Qui roule en ligne droite à 280. Nous, on est encore sur, je ne sais pas si c'est une mobilette ou une petite 125. Et voilà, on a encore du chemin à faire pour que notre tas de sable soit très gros et puis que le point haut, il vaille plusieurs dizaines de milliards de dollars. Alain Fraisse, c'est quoi votre horizon de sortie là? Le premier à miser sur une boîte par les finitions. Vous n'avez pas de perspective? On n'a pas d'horizon de sortie. On rentre au tout début, donc l'horizon de sortie, c'est celui des entrepreneurs. C'est plutôt très loin. Et après, modéliser ce qui se passera dans 4-5 ans, c'est assez dur. Ce qui est certain, c'est que sur les sociétés qui ont besoin de se refinancer, sur une série A, une série B, on ne sort pas. Enfin, c'est pas du tout l'esprit. Nous, on est là pour vraiment vivre l'aventure. Ça dépasse largement l'aspect investissement et financier. Ça, c'est très important. Et puis après, la vie des sociétés fait que si au bout de X années, on n'est plus complètement aligné avec la vision ou la stratégie. Si la société se porte bien, on a des opportunités de sortir en secondaire. Et puis après, les choses parfois s'accélèrent. On a fait notre première sortie 1 an après avoir investi sur la remarquable société programmatique Adotmob il y a 1 mois, dans laquelle Vente Privée a investi plus de 10 millions d'euros, et pour lesquels les autres investisseurs n'avaient plus vraiment de raison de rester, puisque c'est un projet qui est très industriel. Et ça, c'était modélisé et prévu en rien. Donc la sortie, c'est... En résumé, c'est plutôt les entrepreneurs qui la décident le jour où ils le souhaitent. Et quand vous entrez, c'est des tickets de combien? Quel capital? On met des tickets maximum de 300 000 à 400 000 euros, qui vont être un peu plus réduits quand on est vraiment plusieurs semaines ou plusieurs mois avant même le lancement du produit. Et on a en moyenne, quand on rentre, entre 15 et 25% du capital. On essaie d'avoir des lignes assez hautes pour ensuite pouvoir subir des dilutions quand c'est nécessaire et continuer à vivre l'aventure et à peser dans la stratégie de la boîte. François, on dit qu'en France, c'est pas compliqué quand on a une idée de lever quelques centaines de milliers d'euros. Il est où le plafond de verre? Il est au-dessus? Non, le plafond